Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Bismuth et je vais vous interpréter la partie de violon de Stéphane Grappelli sur Sweet Georgia Brown. Alors je viens de vous interpréter la partie de violon jouée par Stéphane Grappelli dans Sweet Georgia Brown avec Django Reinhardt et le quintet du Hot Club de France. Vous pourrez trouver la partition en téléchargement dans le lien en description de la vidéo. Donc dans ce relevé, en fait, je me suis efforcé de reproduire exactement les coups d'archet et les doigtés utilisés par Stéphane Grappelli en essayant d'être le plus fidèle possible à l'enregistrement. Je vous invite d'ailleurs à écouter la version originale de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli si vous ne l'avez pas déjà fait. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce solo pour cette analyse? C'est parce que c'est une référence pour moi en la matière. C'est un solo qui contient beaucoup d'éléments essentiels pour aborder le violon jazz en général et le style de Grappelli en particulier. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir la structure du morceau et comment Grappelli transforme le thème d'origine de Sweet Georgia Brown. Ensuite, nous allons voir la technique violonistique et notamment ce que Grappelli apporte en termes de coups d'archet. Dans une troisième partie, nous allons aborder le langage harmonique utilisé par Grappelli dans ce morceau. Ensuite, nous allons étudier en détail un passage spécifique du solo qui pour moi est un passage culte dans l'histoire du violon jazz avec une idée rythmique très intéressante apportée par Grappelli. Et enfin, nous allons voir la fin du morceau et la façon très particulière et spontanée avec laquelle les musiciens terminent ce morceau. Alors au niveau de la structure, on aura d'abord le thème joué au violon, qui est donc sur une grille de chorus, ensuite le solo de guitare et encore donc le solo de violon, cette fois-ci donc plus long sur 2 grilles de chorus. En réalité, le thème qui est joué au violon est déjà une forme de solo puisqu'il est éloigné du thème original de Sweet Georgia Brown qui en réalité est beaucoup plus simple que celui joué par Grappelli. Donc on va le voir maintenant. Comment est-ce que Grappelli va transformer ce thème? Donc on a la première phrase. Et Grappelli va la transformer en... Ensuite, on a la deuxième phrase qui va devenir...
Et enfin, la troisième phrase qui va devenir... Je n'ai pas montré comment Grappelli transforme tout le thème, mais on voit bien qu'il n'a gardé que les premières notes du thème original pour le transformer quasiment en un solo. Comme on le verra par la suite, l'étude de ce thème joué par Grappelli va donc nous donner beaucoup d'informations sur son langage musical. Nous allons maintenant aborder la technique d'archet de Grappelli dans ce morceau, et notamment les coups d'archet qu'il utilise. Au niveau du son, Grappelli, dans ce morceau, il joue quand même assez à la corde. On a souvent l'image de Grappelli comme d'un violoniste qui a un jeu assez aérien, très fluide, presque une espèce de légèreté, mais à cette époque-là, il jouait quand même pas mal à la corde. On entend quand on écoute ce morceau que ça accroche un peu, qu'il y a pas mal d'adhérence de l'archet sur la corde. Pas mal d'adhérence, pardon. On va jouer plutôt vers le milieu de l'archet, qui est l'endroit où on a à la fois suffisamment de poids naturel pour avoir du son et en même temps suffisamment de légèreté pour pouvoir allonger l'archet sans difficulté de façon très naturelle. Voilà, plutôt vers le milieu de l'archet et non pas un jeu plus à la pointe. Donc c'est joli aussi, mais ce n'est pas ce que fait Grappelli dans ce morceau. Au niveau des coups d'archet, Grappelli va utiliser plusieurs types de coups d'archet. Il va utiliser des liés, des détachés et ce que j'appelle des liaisons décalées. Alors, des liaisons décalées, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, si je prends un groupe de croches, au lieu de les jouer liés 2 par 2 en partant de la croche qui est sur le temps, je vais partir de la croche qui est sur le contre-temps pour ensuite la lier avec celle qui est sur le temps suivant. Donc par exemple, dans le thème, il y a cette phrase-là, jouée par Grappelli. Donc qui est jouée en détaché. Alors si je la joue en liaison décalée, ça va donner ça. Alors si je la jouais en liaison non décalée, ça donnerait ça. Hein, j'exagère un peu, mais je trouve que ça swing nettement moins. Alors je vais te donner un autre exemple de liaison décalée sur le thème. En réalité, Grappelli utilise des coups d'archet beaucoup plus variés puisqu'il joue ce passage de la façon suivante. On voit bien qu'il a utilisé ici des liaisons décalées, des liaisons non décalées, des détachés, des liés par 3 ou plus de notes. Donc toute une panoplie de coups d'archet différents. Ce type de coups d'archet, notamment les liaisons décalées, sont typiques du violon jazz et plutôt rares dans le violon classique. Grappelli n'est pas le premier violoniste de jazz à les avoir utilisés, puisque d'autres grands violonistes de jazz comme Eddie South, Stuff Smith ou encore Joe Venuti les ont utilisés avant lui. Mais je trouve que parmi ces violonistes, c'est celui qui maîtrise le mieux cette technique. On a par exemple, vers le début du solo de violon, c'est typiquement le genre de passage où Grappelli excelle en fait à donner un caractère très romantique, très mielleux en fait, grâce d'abord à une glissade du doigt, une glissade du 4e doigt. Ensuite, il va poursuivre avec un lié par 3 et ensuite 2 liaisons décalées. Bien que représentatives du violon jazz, ces liaisons décalées existaient déjà dans d'autres musiques, comme les musiques traditionnelles et notamment les musiques celtiques. Je vais vous jouer maintenant un extrait d'un reel, une danse irlandaise qui s'appelle The Musical Priest. On voit bien que j'ai utilisé, entre autres, des liaisons décalées, et on peut penser que ces musiques celtiques ont dû influencer d'une manière ou d'une autre les premiers violonistes de jazz, notamment pour leur technique d'archet. Au niveau harmonique,
Ce morceau est constitué principalement d'accords de septième de dominante qui se résolvent l'un dans l'autre. Dans les 16 premières mesures, on a cette suite d'accords de septième qui suivent un cycle des quartes. On a donc d'abord un accord de mi septième pendant 4 mesures qui se résout ensuite dans un accord de la septième encore pendant 4 mesures qui lui-même mène à un accord de ré septième pour arriver enfin sur un accord de sol majeur. L'étude de la partie de violon de Grappelli apporte beaucoup d'informations sur comment improviser sur des accords de septième, qui est une des choses les plus fondamentales dans le jazz. Je vais donc maintenant jouer lentement les 16 premières mesures du thème. Pour improviser sur ces accords de dominante, Grappelli utilise principalement des notes basées sur des accords de neuvième. Donc sur l'accord de mi neuvième de dominante, on a le premier degré mi, le neuvième degré fa dièse, le troisième degré sol dièse, cinquième degré si, sixième degré do dièse et septième degré ré. Grappelli utilise rarement ces 6 notes, il va en utiliser le plus souvent 4 ou 5. Au début du thème, il utilise la gamme pentatonique de mi majeur, mi, fa dièse, sol dièse, si et do dièse. Ensuite, sur l'accord de la septième, il va utiliser les mêmes 5 notes et les adapter à la couleur de l'accord. Donc on va avoir mi, fa dièse, sol, le neuvième degré si et do dièse. Sur l'accord de ré septième qui suit, il va utiliser maintenant 6 notes, ré, la tonique, mi, qui est le neuvième degré, fa dièse, la, si et do. Bécard. Il va utiliser la même technique dans le solo proprement dit, vers le début du solo, pour passer d'un accord de mi septième à un accord de la septième, il va jouer la phrase suivante. Sur l'accord de mi septième, il va jouer les 5 notes mi, fa dièse, qui est le neuvième degré, sol dièse, si et ré, et non pas do dièse comme sur le thème. Ensuite, il va jouer des notes qu'il a déjà jouées, mais à l'octave supérieure, fa dièse et sol dièse. Ensuite, sur l'accord de la 7, il va jouer la phrase. Donc on va avoir les notes mi, fa dièse, sol bécard, si, qui est le neuvième degré, et do dièse. Et ensuite, des notes qu'il a déjà jouées, mais à l'octave supérieure, mi, sol, si. Ce qui nous fait toujours 5 notes différentes, les mêmes qu'il a jouées sur le thème, sur l'accord de la septième. Grappelli va faire appel à d'autres techniques, comme l'utilisation d'arpèges mineurs sur des accords majeurs, ce qui donne un côté très bluesy à certaines phrases. Sur l'accord de sol majeur dans le thème, il va jouer la phrase suivante. Donc on a dans cette phrase la note si bémol, qui est bien le troisième degré mineur que Grappelli joue sur un accord de sol majeur. Grappelli utilise souvent cette couleur bluesy, et il va même parfois utiliser la blue note, c'est-à-dire le quatrième degré augmenté, ce qui renforce encore plus la couleur blues de certaines phrases. Sur le thème, sur un accord de mi mineur, il va jouer la phrase suivante.
Grappelli commence cette phrase par un La dièse, qui est la blue note de l'accord de Mi mineur. Dans le thème, sur l'accord de Sol majeur, Grappelli va utiliser une technique un peu plus complexe. Il va jouer la phrase « Que vient faire cet arpège de Mi bémol majeur sur un accord de Sol majeur ?» L'accord de Mi bémol majeur est la substitution tritonique de l'accord de La mineur semi-diminué, qui est l'accord qui est habituellement utilisé sur une cadence 2-5-1 en Sol mineur. Le fait de jouer une cadence mineure sur un accord majeur est toujours un effet bluesy que Grappelli aime bien utiliser. Je vais maintenant rejouer cette phrase et vous pourrez entendre derrière les harmonies de substitution sous-entendues par Grappelli. Je vais parler des chromatismes que Grappelli utilise dans ce morceau. Vers le début du thème, on a la phrase suivante sur un accord de Ré7. Donc on a le chromatisme La, Sol dièse et Sol bécard. Ce chromatisme est en fait emprunté à la gamme blues de Ré mineur. Si je le prolonge, je vais avoir La, Sol dièse, Sol, Fa, Ré et Do. Donc on a bien la gamme blues de Ré mineur. Ré, Fa, Sol, Sol dièse, La et Do. Même chose sur l'accord de Sol majeur dans le thème où Grappelli va jouer la phrase. Donc on a le chromatisme Ré, Do dièse, Do bécard et Si. Les trois premières notes de ce chromatisme sont en fait empruntées à la gamme blues de Sol mineur. Ré, Do dièse, Do bécard, Si bémol, Sol et Fa, qui est bien donc la gamme blues de Sol mineur. Sol, Si bémol, Do, Do dièse, Ré et Fa. Grappelli va également utiliser des chromatismes issus de gamme blues majeure. Sur le thème, sur un accord de Mi septième, il va jouer la phrase suivante. On a le chromatisme Fa dièse, Sol et Sol dièse, qui est issu de la gamme blues de Mi majeur. Mi, Fa dièse, Sol, Sol dièse, Si et Do dièse. Beaucoup des exemples que j'ai donnés dans cette partie étaient issus des 16 premières mesures du thème, dans lesquelles Grappelli va utiliser une grande partie du vocabulaire harmonique qu'il va développer dans ce morceau. Bien sûr, ne pas étudier tout le solo serait passer à côté de beaucoup de phrases merveilleuses musicalement parlant. Au début de la deuxième grille de chorus du solo de Grappelli, Django Reinhardt va lui dire cette phrase « One more, Steph, one more ». Donc, vas-y Steph, joue encore une grille. Et Grappelli est comme galvanisé par cette phrase, il va jouer un passage qui pour moi est absolument culte, dans lequel il développe une idée rythmique très intéressante qui va exploiter de façon très inventive les possibilités techniques du violon. Allez, je vais vous jouer ce passage. En gros, Grappelli utilise un 3/4, c'est-à-dire qu'il va utiliser un motif de 3 notes qu'il va répéter sur des mesures à 4 temps. Ces 3 notes sont Mi, Si et Mi aigu. Grappelli ne va pas se contenter de faire ce 3/4, il va introduire une autre polyrythmie grâce à des coups d'archet. Donc, il va faire 2 détachés et 2 liaisons. Et il va donc répéter ce motif. Donc un coup d'archet qui se répète toutes les 6 notes. Je vais maintenant rejouer ce passage plus lentement.
passage est très intéressant puisqu'il montre à quel point le violon présente des possibilités au niveau rythmique et polyrythmique. On ne peut pas ne pas parler de la fin du morceau. Cet enregistrement a été fait en 1938. Et à l'époque, les musiciens étaient très limités dans le temps, puisque les disques 78 tours de l'époque ne permettaient pas d'enregistrer plus de 4 ou 5 minutes de musique. Ainsi, le thème n'est pas rejoué à la fin, et les musiciens terminent brusquement sur le plus beau, une des multiples envolées lyriques du solo de Grappelli. Cette fin abrupte donne un charme fou à cet enregistrement. On a vraiment l'impression que les musiciens terminent le morceau de façon désinvolte, l'air de dire « Bon, bah les gars, c'était cool, mais faut qu'on file quoi, alors ciao ». On peut se demander si les musiciens n'avaient pas prévu de rejouer le thème à la fin, mais comme Django, avec son One More Step, One More, avait trouvé Grappelli si inspiré dans son solo, il a préféré sacrifier le thème de fin pour une deuxième grille de solo de violon. Et ça a donné cette fin abrupte, mais magnifique. Bon, c'était peut-être déjà prévu dès le départ, mais dans tous les cas, c'est réussi. Allez, on se la rejoue pour le plaisir. Ça y est, c'est fini. Pas que ça à faire, moi. Merci à tous, c'est la fin de cette vidéo. On a vu comment dans cette partie de violon Grappelli pose des bases essentielles de son style. Personnellement, c'est le premier solo de violon jazz que j'ai travaillé et ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ce sera pareil pour vous. La partition que vous trouverez en téléchargement dans le lien en description de cette vidéo est suffisamment complète pour vous aider à surmonter pas mal de difficultés. Si vous êtes débutant en jazz, pensez à utiliser le métronome et faites attention au placement rythmique, notamment les débuts de phrases. Vous pouvez également utiliser un backing track, comme le backing track de Denis Chang, que je remercie au passage. Vous pouvez aussi ralentir le tempo, c'est possible sur YouTube. Merci à Martin Manfredi qui a fait le montage et avec qui j'ai le plaisir de jouer. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao à tous, bonne musique!